C'est quoi la nouvelle ici? Mais quand je vais en cours à Yverny, parce qu'à Genève, il n'y a pas d'école. Mesdames et Messieurs, bonsoir à tout le monde. J'ouvre l'Assemblée générale, la 106e Assemblée générale de la Croix-Rouge genevoise, qui s'ouvre dans une situation particulière, exceptionnelle. On est dans les fermes de la Croix-Rouge à Troinay, avec la direction générale incorporée devant moi, avec quelques collaborateurs de la Croix-Rouge, quelques invités de marque, notamment le professeur Carrel, je vous en parlerai plus tard, et notre vice-présidente qui, fidèle au poste, a bravé tous les intempéries pour être là, et puis qu'elle m'aide aussi pour faire en sorte que les mouches ne m'attaquent pas trop violemment. On est au début de cette assemblée qui sera, par la force des choses, enregistrée. Madame Lambert est à mes côtés. Elle nous aidera pour faire un procès-verbal pour l'année prochaine. Il y aura la possibilité de vous exprimer tout au long de cette assemblée. Pour les personnes qui nous suivent à distance, il y a un système de chat. Ce n'était pas un chat, c'est vraiment un chat, quelque chose qui permet à chacun d'intervenir. S'il y a des questions, des suggestions, des remarques, des compliments, on les prend aussi. Vous pouvez certainement les communiquer et vers la fin de l'Assemblée, on fera en sorte de prendre en considération cela. Il y aura aussi des votes, on pourra voter, ce sera assez, je vous demanderai une certaine discipline, on aura une période pour voter, il faudra en fonction de vote avoir une opinion ou une abstention et ceci nous permettra d'avancer. Pour le reste, ce sera une assemblée assez ordinaire, j'essaierai aussi de la faire assez vite pour pouvoir passer la parole ensuite à notre hôte de marque. Je passe au point numéro 1, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019. C'est l'Assemblée qu'on a tenue dans la salle des abeilles où Madame Salerno nous a parlé de l'égalité homme-femme. Tout le monde se souvient de ça. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal ? J'imagine que vous ne pouvez pas les faire, mais il y a un chat qui nous permet de les faire. Et je pense que la meilleure façon de procéder pour moi, c'est de lancer le vote. Nous avons 1 minute maintenant pour approuver ou non ce procès-verbal. Alors, qui s'abstient ou qui ne l'approuve pas ou qui l'approuve, c'est le moment de le faire. Je regarde nos techniciens qui ont l'air de comprendre ce qui se passe et qui ont encore le sourire, je dirais aussi. Donc, ce qui nous permettrait de régler ce premier point. Alors, on me dit que l'enquête est lancée. Je vous laisse voter sur ce procès-verbal, mais je ne souhaite pas perdre trop de temps là-dessus. J'annoncerai le résultat qui, sauf surprise exceptionnelle, devrait être l'approbation de ce procès-verbal. Et je me permets de passer tout de suite au point numéro 2.
à savoir le rapport d'activité 2019 de la Croix-Rouge genevoise. Alors, ça, c'est mon privilège et mon honneur de le faire, ou en tout cas de commencer. Il y a 3 ans, nous avions mis l'accent sur le dynamisme de notre association en parlant d'une start-up de 150 ans. Il y a 2 ans, nous avions relevé des exemples concrets de liens forts entre les activités de terrain et les principes fondamentaux rédigés il y a plus de 50 ans par Jean Pictet. L'année passée, nous avions déjà cité Jean Pictet qui écrivait en 1979 au sujet de la Croix-Rouge qu'elle présuppose une certaine conception du monde, le respect de la vie, du bonheur de chacun, le refus de la violence et de la haine, la tolérance, la non-discrimination, de la sorte qu'on peut dire que sa philosophie est optimiste puisqu'elle ne désespère pas de l'individu. C'est Jean Pictet qui le disait. Si Jean Pictet dit qu'on ne désespère pas des individus, on avance bien. Dynamisme donc, humanité concrète sur le terrain, optimisme sont là des caractéristiques fortes de notre association genevoise. Cette année, le mot-clé choisi pour vous présenter un aperçu succinct des activités de l'année 2019 est le mot volontaire. Le principe fondamental du volontariat, un des 7 principes de la Croix-Rouge, est souvent confondu avec le bénévolat. Or, la notion de volontaire est plus large que celle de bénévole, comme le disait déjà Pictet justement dans ses commentaires sur les principes fondamentaux. Je me permets de vous lire un passage parce que c'est quand même intéressant. Pictet disait « Le mot volontaire appliqué à une personne ne signifie pas nécessairement qu'elle travaille sans rémunération, mais bien qu'elle travaille de sa propre volonté sans contrainte extérieure. Dans le domaine de la Croix-Rouge, l'idée du volontariat implique que l'on sert non pas en vertu de la contrainte, mais bien d'une adhésion librement consentie. Cette adhésion peut prendre la forme d'un engagement entraînant à son tour des obligations dont le volontaire ne saurait lui-même se délier. L'ayant signé, il ne peut plus y renoncer ou à modifier les clauses à sa guise. Il est tenu de respecter sa promesse. Ce texte a été repris presque tel quel par les directives récentes de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et d'une très grande actualité. Cet état d'esprit, on le ressent au quotidien à la Croix-Rouge. Et les bénévoles qui représentent la quintessence du volontariat constituent pour toutes et tous une grande source d'inspiration. Le bénévolat est en effet la manifestation la plus directe du volontariat. C'est pourquoi nous avons choisi pour cette année 2019, année de la première édition de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève, qui a réuni des centaines de participants, de citer un bénéficiaire du Centre d'intégration de la Croix-Rouge qui nous a dit quelque chose qui est très intéressant et très important à relever. Il dit « Chaque fois que je vois l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge, je sais que quelqu'un pourra m'aider. » Et c'est vraiment une phrase qui me plaît et qui doit plaire à tout le monde parce que c'est, je crois, quelque chose auquel nous tous on est chers. L'emblème de la Croix-Rouge est quelque chose qui rassure. On part de là et on ira très loin, on va très loin. On avait fait une très belle première journée mondiale de la Croix-Rouge. Il pleuvait comme à Genève, il n'a jamais plu. Il faisait aussi froid qu'en novembre et c'était en mai. Eh bien, on était contents, on célébrait les valeurs de la Croix-Rouge et surtout les valeurs d'amitié qui nous avaient mis tous ensemble au Parc des Bastions. Il y avait les plus hautes autorités de la Croix-Rouge, les plus hautes autorités de la ville, du canton, le comité, et on a célébré cela. Et en 2019, nous avons aussi entrepris toute une série de... on ne devait pas y avoir des vidéos, des PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Elle est là? Bon. Puis, on était très bien lancés, tout fonctionnait bien. Et Madame Lambert vous parlera des autres activités qu'on a fait, dont on est fier en 2019. Et puis, qu'est-ce qu'il est arrivé? Et le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé, il est arrivé en 2020, mais on ne peut pas en faire abstraction parce qu'il détermine d'abord notre façon de vous communiquer aujourd'hui. Et puis, il a déterminé un confinement que tout le monde a vécu à sa façon, une restructuration immédiate
décisive de toutes les activités de la Croix-Rouge, qui est devenue plus que jamais à ce moment l'auxiliaire des pouvoirs publics. Nous avons dû affronter, la Croix-Rouge a dû affronter des nouvelles détresses. Des nouveaux bénévoles sont arrivés parce que les bénévoles qui avaient un certain âge, dont celui qui vous parle, ont dû se mettre de côté pour laisser la place aux plus jeunes qui étaient moins exposés au Covid. Heureusement, la science nous montre aujourd'hui qu'ils étaient tout aussi exposés que nous. Mais en fait, ça nous a permis de renouveler le nombre de bénévoles et on a eu une chance incroyable, mais qui répond à cette attente claire de la Croix-Rouge. On avait une grande chance. Un nombre important de bénévoles s'est annoncé. De l'autre côté, donc, on a eu un nombre important de nouveaux personnes qui demandaient de l'aide, qui n'étaient pas des bénéficiaires Croix-Rouge par définition, mais c'était des personnes qui se retrouvaient tout à coup isolées. Et de l'autre côté, on a eu ces jeunes bénévoles qui sont arrivés en masse nous aider. Donc, on a pu répondre à ces besoins et on a fait le nécessaire. Et dans cette période, non seulement on a fait le nécessaire pour ça, mais on a poursuivi une réflexion profonde sur la politique de ressources humaines de notre association. On en parlera à d'autres occasions, mais c'est très important de savoir que cette politique de ressources humaines, elle part aussi d'un principe que nous avons constaté, moi comme président, mais la direction générale aussi, et le comité, un constat incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une profonde sens d'appartenance de la part de tous les employés de la Croix-Rouge vis-à-vis du mouvement, vis-à-vis des principes. C'est quelque chose qui est tellement fort que ça a surpris les professionnels de la direction générale. Tous les employés de la Croix-Rouge, jusqu'au dernier, ils se sont tous investis d'une mission. Et ça, c'est quelque chose qui a frappé à tellement c'était évident. Et donc, cette nouvelle politique de ressources humaines, dont on peut être fier parce qu'elle marque un progrès considérable et une adaptation absolue de toutes ces ressources humaines à une nécessité de la Croix-Rouge, est quelque chose qui correspond à la Croix-Rouge et qui permettra à tous les employés de la Croix-Rouge, comme un seul homme, d'être prêts pour s'investir dans leur mission dans la durée. Et donc, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça dans un moment comme l'Assemblée générale, même si c'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Je ne pouvais pas résister à la tentation d'effleurer ce sujet, mais de vous le dire parce que c'est quelque chose de vraiment important et une Assemblée générale, elle est là aussi pour rappeler que quelque chose d'important est en train de se faire. Ce n'est pas la seule chose importante qu'on fait, il y en a une autre. Nous allons lancer d'ici quelques semaines, ça aurait dû être lancé depuis un certain temps, mais c'est la permanence dentaire. La permanence dentaire pour les personnes en situation de détresse, qui ne sont pas nécessairement des pauvres, c'est des personnes qui travaillent, mais qui ont des problèmes à trouver le moyen de soigner leurs dents. Cette permanence dentaire, qui est un concept nouveau, qui est un concept unique, qui a été élaboré par la Croix-Rouge genevoise avec l'hôpital cantonal et la faculté de médecine dentaire, est quelque chose qui a été appuyé fortement par les autorités, qui a été aidé fortement financièrement par des sponsors qui nous ont suivis. Et d'ici quelques semaines, je pense, ou mois, ou plus tard, cette permanence sera opérationnelle. Et c'est quelque chose que, encore une fois, je ne pouvais pas passer sous silence, même si c'est quelque chose qui se passe en 2020, c'est quelque chose qui se passe maintenant et dont la Croix-Rouge doit être fière. C'est aussi quelque chose de historique. Et ça me permet de vous dire, par anticipation, je vous le décrirai plus tard d'une façon un peu plus appropriée, que notre hôte de marque, celui qui prendra la parole à la fin de cette Assemblée générale, n'est rien d'autre que le professeur Carrel, celui qui a conçu ce projet, qui l'a mis en place, qui nous a aidés à le mettre à exécution. Et c'est quelque chose que je tiens à remarquer.
la Croix-Rouge est très reconnaissante que ce projet a pu être finalisé, sans oublier qu'il a été finalisé aussi avec l'aide de la direction de la Croix-Rouge générale, notamment Madame Laura Magdalena, qui est là aussi et qui s'est beaucoup investie avec toutes les urgences qu'elle a dû faire aussi dans ce projet qui s'insère, lui, dans la durée. J'ai trop parlé maintenant, je m'en rends compte. On me dit qu'on a un résultat, sauf erreur, j'espère qu'on a approuvé. Avec 6 voix pour 3 abstentions, c'est ça? Il y a eu 3 abstentions et tous les autres ont approuvé notre procès-verbal de la dernière fois. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Madame Lambert, qui vous fera sa présentation de l'année 2019. Elle fera peut-être d'autres considérations aussi. Merci. Je peux rester là. Chers et chers membres, donateurs, partenaires de la Croix-Rouge genevoise, mesdames et messieurs, bonsoir. Les bénévoles, donc tout comme les membres et les donateurs de notre association, sont pour nous une grande source d'inspiration. Cette année, nous avons décidé de mettre l'accent sur les activités qui fonctionnent grâce à des bénévoles. Donc, comme chaque année, il nous est impossible de parler de toutes les activités, puisqu'elles sont nombreuses. Nous nous permettons donc de faire référence au rapport annuel pour celles que nous n'aurons pas pu citer. J'aimerais commencer par la Croix-Rouge jeunesse, où plus de 6000 heures ont été offertes par des jeunes bénévoles. Les bénévoles de la Croix-Rouge jeunesse, organisés par son comité jeunesse, gèrent pas moins de 11 activités différentes en faveur des enfants, des jeunes et des personnes âgées. La Croix-Rouge jeunesse a un rôle particulier à la Croix-Rouge genevoise puisqu'elle se charge de la deuxième mission de notre association, qui est de promouvoir les valeurs humanitaires. En 2019, la Croix-Rouge jeunesse a sensibilisé 1158 enfants et jeunes aux valeurs humanitaires. Voilà, notamment grâce à des ateliers organisés dans les écoles. Voilà, on voit ici une photo d'un atelier. Parmi ces divers programmes, la Croix-Rouge jeunesse organise également des binômes entre des requérants d'asile mineurs non accompagnés, les RMNA, et des jeunes bénévoles. Les RMNA n'ont souvent pas la possibilité de s'intégrer convenablement à la communauté genevoise. Ces binômes leur permettent ainsi de rencontrer des jeunes de leur âge, de découvrir Genève sous d'autres facettes, d'élargir leur cercle social en dehors de l'école et du centre d'hébergement, et surtout de pratiquer le français dans un environnement informel qui se révèle en réalité le plus efficace. À fin 2019, 22 binômes étaient en place pour discuter, faire du sport ou visiter Genève. Je souligne ici, et c'est le cas pour tous les programmes qui fonctionnent avec des bénévoles, la qualité du suivi des bénévoles par les équipes. Dans ce cas, par exemple, les bénévoles participant au programme des binômes sont sensibilisés aux traumatismes et aux états de stress consécutifs dont souffre une partie des RMNA, et les bénévoles sont ainsi mieux préparés à faire face aux réactions et aux besoins des RMNA. Sans les bénévoles, les visites aux personnes âgées ne pourraient pas avoir lieu. En 2019, 144 binômes ont été actifs pour un total de 12 093 heures de bénévolat. Le service des visites aux personnes âgées met en relation des seniors souffrant de solitude avec des bénévoles formés et encadrés. Les échanges sont très chaleureux, sortent les personnes âgées de l'isolement et favorisent le développement de leurs capacités cognitives et physiques. Ces visites sont très précieuses pour les personnes âgées qui vivent seules. Elles représentent bien souvent le moment le plus important de la semaine. Et je vous propose de visionner ici. Est-ce qu'on peut visionner? C'est possible? Je peux le lancer ou... Et j'appuie où? Ah, merci beaucoup. Donc, de visionner le témoignage d'un binôme bénévole-personne âgée. Bonjour. Bonjour Marine. La compagnie de Marine a quelque chose de très précieux. Au fond, le rapport entre un bénévole et une personne âgée, c'est retrouver le plaisir de la conversation, l'art de parler,
l'art de converser. Ça me rendait vraiment triste qu'il puisse y avoir des personnes qui n'aient pas de contact humain régulier avec des gens. Et j'ai déjà été dans des situations où c'est moi qui avais besoin d'aide. Des fois, c'est moi qui donne, des fois c'est moi qui reçois. Et d'être en lien avec tous mes congénères dans cette démarche positive, dynamique, je trouve que ça crée beaucoup d'amour dans ma vie et voilà, j'en suis très heureuse. Voilà, je souhaiterais à présent parler du programme Seniors d'ici et d'ailleurs qui s'adresse aux aînés isolés en recherche d'intégration sociale. Les activités proposées par le programme permettent de favoriser tant l'intégration que la santé des seniors en détresse sociale. Dans le cadre de ce programme, c'est un bel exemple d'engagement bénévole que celui du bénévole qui a créé un jeu international. Il l'a créé spécialement pour la Croix-Rouge genevoise, le jeu C'est la vie. Dans le but de renforcer les liens entre les générations, le bénévole a créé un moyen ludique pour apprendre à se connaître mutuellement entre jeunes et aînés. On voit ici une séance du jeu C'est la vie. Cette très belle idée marque le début d'une belle histoire au sein de la Croix-Rouge genevoise puisque ce jeu suscite des rencontres entre services de l'association avec les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge jeunesse, les jeunes en insertion professionnelle au programme de motivation également, du semestre de motivation également. En 2019, Seniors d'ici et d'ailleurs a organisé 376 événements pour un total de 8800 heures de participation par 123 seniors de 36 nationalités différentes. Et il serait impensable maintenant de parler de bénévolat sans évidemment parler du Centre d'intégration culturelle qui a totalisé 18 494 heures de bénévolat en 2019. C'est le premier service en termes de nombre d'heures de bénévolat. Il compte pour 43% des heures de bénévolat de l'association. Tout comme la Croix-Rouge jeunesse, par exemple, le Centre d'intégration culturelle est presque une petite association à lui tout seul. Depuis plus de 25 ans, le Centre, ancienne bibliothèque interculturelle, mais qui a toujours sa bibliothèque, permet aux personnes de tout horizon, à travers diverses cultures, de se familiariser avec les valeurs et les comportements d'origine différentes. Si la bibliothèque, unique dans le canton, avec 38 566 ouvrages en 282 langues différentes, constitue le noyau du centre, celui-ci organise beaucoup d'autres activités, des cours de français pour adultes, des ateliers d'intégration pour enfants allophones, des visites et des animations dans les foyers de requérants d'asile, etc. Le centre gère aussi, en plus du prêt de livres en différentes langues, une aide à la rédaction de lettres. 2019, je vais parler encore du Centre d'intégration culturelle, puisque 2019 fut une année particulière pour le Centre d'intégration culturelle, puisqu'une antenne du centre a été inaugurée au sein même des nouveaux locaux de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'était le 25 septembre 2019. Grâce à ce partenariat, au sein du mouvement Croix-Rouge, une autre bibliothèque interculturelle pour le prêt de livres en langues différentes a vu le jour. Cette antenne offre également une permanence hebdomadaire pour la rédaction de lettres et une aide aux enfants pour la réalisation de leurs devoirs. Donc la bibliothèque est à présent présente sur les deux rives. En 2019, le Centre d'intégration culturelle comptait 2446 membres, soit 19% de plus qu'en 2018. Je reviens là-dessus à la diapositive précédente. Et le nombre de bénévoles a augmenté de plus de 55%, donc 186 bénévoles en 2019. Le centre mérite d'autant plus son nom de centre qu'il est particulièrement connecté aux réseaux socio-culturels genevois. Il collabore ainsi avec de nombreuses institutions, dont l'Hospice général, les antennes sociales de proximité de la ville de Genève, le service de la petite enfance dans le cadre de formation continue pour les éducatrices et éducateurs de crèche, afin notamment de leur apprendre à utiliser les livres bilingues du centre comme un outil d'éveil aux langues. Adriana Mumenthaler est la maman du Centre d'intégration culturelle. Elle nous quittera dans moins d'une année pour une retraite bien méritée. Et nous serons infiniment et éternellement reconnaissants envers son engagement profond et sans faille. Architecte de formation,
Adriana est sans aucun doute la créatrice, la bâtisseuse et également l'entrepreneuse et la décoratrice du Centre d'intégration culturelle, et ce, sans oublier bien sûr toute l'humanité qu'elle y apporte chaque jour. Diversité linguistique au centre, cette diversité linguistique, on la trouve aussi, bien évidemment, au service d'interprétariat communautaire, dont vous voyez sur ce graphique les langues principales. On voit le tigrinya, arabe, farsi dari, albanais, espagnol, tamoul et portugais comme langue principale. Le service a été créé en 1993 par l'initiative d'interprètes bénévoles. Donc là, nous retrouvons à nouveau ce lien important avec le bénévolat. Il s'est depuis professionnalisé, mais les bénévoles du début sont toujours là pour certains. Ils sont toujours aujourd'hui employés par ce service. Il a connu une hausse du nombre d'heures d'interprétariat en 2019, malgré une concurrence privée très présente sur le terrain depuis l'année 2016. Et nous sommes heureux de vous informer que l'appel d'offres lancé par l'Hospice Général pour la fourniture du service d'interprétariat communautaire auprès de leur service a été octroyé à la Croix-Rouge genevoise, dont la qualité de la prestation a été jugée plus importante. Les bénévoles sont toujours aussi mobilisés chaque année et nous trouvons assez de bénévoles malgré l'augmentation chaque année des besoins. Donc pour l'organisation de l'opération Panier de Noël, avec le soutien de la Fondation, avec la collaboration de la Fondation des Colis du Cœur. Le nombre de bénéficiaires des paniers de Noël continue d'augmenter. Un marqueur social parmi tant d'autres qui témoigne de l'évolution inquiétante de la situation de notre canton. Pour l'illustrer, je vous invite à écouter ici un de nos bénévoles très engagés, Bruno Parent. Le bénévolat, c'est confronter son humanité, c'est faire preuve d'empathie, c'est apporter à d'autres un peu de plaisir, de joie. C'est une action menée par la Croix-Rouge genevoise qui vise à apporter un petit plus au moment des fêtes de fin d'année. Et la Croix-Rouge organise ces paniers où il y aura bien sûr de l'alimentation et puis surtout des cadeaux qui seront adaptés à la composition de la famille ou des personnes. Chacun recevra un cadeau. Il y a des peluches, il y a des trousses à maquillage, il y a des casquettes, il y a des sacoches. Les enfants d'école font des petits dessins pour mettre dans ce panier et ça sera apporté aux gens et ça leur donnera un petit peu cet esprit festif de la Croix-Rouge genevoise. Il y a une grande équipe de bénévoles, je crois qu'on a à peu près 80 bénévoles à la Croix-Rouge genevoise qui va constituer les paniers et après qui va les distribuer en porte-à-porte, donner en main propre ce panier de Noël. S'il n'y a pas de retard, ce soir, tout le monde aura reçu les 1000 paniers dans les familles, ce qui va représenter 3600 personnes qui vont bénéficier de quelque chose. C'est la richesse de l'activité, c'est de rencontrer les gens, voir leur regard, voir leur bonheur de recevoir quelque chose en période de fin d'année alors que peut-être qu'il n'y aurait rien eu en cadeau s'il n'y avait pas eu l'action de la Croix-Rouge genevoise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du chaud au cœur, qui fait chaud à l'âme et qui nous rend plus riches et plus humains. On a sa vie de famille à construire, on a sa carrière professionnelle, on a plein de choses à faire, sa retraite à prévoir, mais aussi il y a des gens qui sont peut-être moins visibles et qui ont besoin d'assistance. Et la Croix-Rouge permet effectivement de développer son esprit de solidarité. On peut toujours aider l'autre d'une façon ou d'une autre. Et puis je crois qu'on peut tous être fragilisés dans sa vie. Aujourd'hui, on est conscient qu'on peut tous perdre un travail, on peut tous divorcer, on peut tous avoir des imprévus dans la vie qui sont pénibles à gérer. Et la Croix-Rouge genevoise, elle est là pour aider au moment où les gens en ont besoin. Merci beaucoup. Je pense que ce témoignage est très important pour
deux raisons. La première, c'est que les paniers de Noël sont là pour donner le sourire à des personnes qui avaient de la peine à l'avoir à Noël, alors que tout le monde doit pouvoir sourire au moins une fois dans sa vie, dans sa journée, dans son année. Et si ça doit être fait une seule fois, ça doit être fait à Noël. Vous savez aussi, cependant, qu'aujourd'hui, on est dans une crise telle où des paniers sont distribués aussi par milliers, par toutes sortes d'associations, pour essayer d'essuyer des larmes. Et la Croix-Rouge genevoise est tout à fait engagée dans cela. C'est les urgences du jour, pratiquement. C'est des choses que la direction est en train de gérer. La sortie de Covid crée aujourd'hui une situation de surcharge de tout le réseau social dans le canton, et la Croix-Rouge genevoise est appelée à intervenir pour essayer de coordonner, réduire cette surcharge, ce qu'elle va s'atteler à faire. On en parlera dès que les projets seront exécutifs, mais ceci pour vous dire que la direction, elle ne chôme pas. Alors, service Chaperon Rouge, on se dit, mais il n'y a pas tellement de bénévoles. Eh bien, si. Le service Chaperon Rouge, qui existe depuis 27 ans, est un autre bel exemple de bénévolat, puisque les gardes d'enfants, qui sont collaboratrices, font également du bénévolat chaque année. Elles ne manquent jamais le rendez-vous de l'escalade, durant lequel elles gardent les enfants qui se sont perdus dans la désormais fameuse tente du Chaperon Rouge à l'arrivée des courses de l'escalade. La garde d'enfants en urgence et à domicile Chaperon Rouge n'a jamais autant été sollicitée. Le développement du service continue d'année en année. Des recrutements supplémentaires des gardes ont été nécessaires. Nous sommes passés rapidement de 40 à 50 gardes à présent, et puis nous recherchons encore des gardes. En 2019, plus de 27 000 heures de garde ont été effectuées, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, et plus de 3 200 heures de garde, en particulier, ont été organisées en raison de maladies des parents, soit 4 fois plus qu'en 2018. Cette dernière prestation est en effet plus récente et se développe très rapidement. Je vous laisse lire ici une petite histoire d'une famille bénéficiaire du Chaperon Rouge. Voilà, je vous laisse lire. Elle est là. Je souhaiterais terminer avec un chapeau bas envers le bénévolat, puisque la nouvelle approche plus efficiente de formation des bénévoles lancée en 2018, qui a permis une augmentation de l'ordre de 75% du nombre de bénévoles formés par rapport à 2017, a produit ses efforts fructueux avec une augmentation en 2019 de 30% du nombre de bénévoles formés par rapport à l'année précédente, gage de la qualité des interventions sur le terrain auprès des personnes vulnérables. Je vous remercie, chers et chers membres, donateurs et partenaires de la Croix-Rouge genevoise, mesdames et messieurs, de tout cœur et très chaleureusement pour votre engagement envers notre belle association et envers les valeurs du mouvement Croix-Rouge. Merci beaucoup, Madame Lambert. Je passe maintenant au moment que tout le monde attend, évidemment, c'est le rapport du trésorier et la présentation des comptes. Le trésorier étant indisponible, M. Vegezzi, le professeur Vegezzi, sera remplacé à l'occasion par un autre membre de la Commission des finances, François Besançon, qui lui, et ça va être une autre prouesse technique, j'espère que ça marche, il va nous rejoindre par un autre lien à distance, c'est le monde des Zooms, des Teams, et je ne sais pas quelle est la dénomination du lien qui nous unit aujourd'hui, à part ce lien qui nous unit tous autour de la Croix-Rouge. Est-ce que je peux passer la parole à M. Besançon? Parfait. Alors François, tu as la parole. Voilà, c'est parfait. Rapidement, j'aimerais remercier évidemment la direction de la Croix-Rouge qui a fait un très très bon travail en 2019 et en particulier évidemment Stéphanie Lambert, sa directrice générale, mais surtout Cynthia Bernard qui est la directrice des finances. Nous avons avec la commission des finances des réunions régulières
3 à 4 par année pour assurer évidemment l'établissement du budget, mais évidemment le contrôle des comptes de manière continue, et ce qui nous permet d'avoir un bon suivi et d'émettre nos recommandations au comité. Quelques commentaires très simples sur ces comptes. Les comptes au 31/12/2019 présentent un résultat déficitaire de 342 840. Ça diminue évidemment notre capital libre. Notre capital libre passe à 94 305 contre 437 145 au 31/12/2018. Ce résultat est négatif, mais il est bien meilleur que celui qui était prévu au budget 2019, puisque nous prévoyons à l'époque une perte de 103 900, mais surtout une utilisation de notre capital lié de 2 250 000 francs, alors que ce capital lié n'a été utilisé cette année qu'à hauteur de 528 310. Ça veut dire en d'autres termes qu'en termes d'exploitation, la situation a été meilleure que prévu, ce notamment en raison ou grâce à des revenus complémentaires. Au 31/12/2019, c'est peut-être le point le plus important, c'est de constater que les fonds affectés et les fonds propres, c'est-à-dire nos réserves qui figurent au bilan, couvrent environ 4,4 mois d'exploitation. C'était 4,1 mois d'exploitation en 2018, donc notre situation s'est améliorée. On note aussi qu'on est parfaitement dans les normes ZEVO, puisque ces normes qui ont valeur de recommandation en Suisse pour les organisations à but non lucratif préconisent un ratio de couverture de 3 à 24 mois. Voilà, je crois que c'est suffisant et je suis à disposition s'il devait y avoir des questions. Merci beaucoup François pour cette présentation. Je passe maintenant la parole à Monsieur Gauthier pour le rapport de l'organe de révision. Est-ce que c'est dans cet ordre que je dois le faire? Oui. Permettez-moi juste une petite parenthèse. Monsieur Antoine Gauthier nous suit depuis quelques années maintenant. Et vous l'aurez remarqué, c'est un excellent organe de révision. Il a le courage de braver avec moi les mouches qui sont chez elle et qui essayent de nous faire perdre notre contrôle légendaire. Et donc, Monsieur Gauthier, je vous donne la parole pour le rapport de l'organe de révision. Merci. Bonsoir. Donc, les comptes vous ont rapidement été présentés. Notre rôle, c'est évidemment de les contrôler et de vous remettre un rapport. Ce rapport, c'est un rapport standard qui est établi par l'autorité de surveillance des réviseurs en Suisse. Et ce rapport correspond exactement à ce qui est demandé par les autorités. Je vous fais la lecture de ce rapport. En d'autres qualités d'organe de révision, nous avons audité les comptes annuels 6 juin de la Croix-Rouge genevoise, association cantonale de la Croix-Rouge suisse, comprenant le bilan, le compte de profit et pertes et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019. La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et au statut, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels, afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l'application des méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d'audit suisse. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives. Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques
que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées, ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit. Voici l'opinion d'audit. Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes à la loi suisse, la loi genevoise, aux statuts et aux directives émanant de l'État, pour autant que la Croix-Rouge genevoise soit concernée. Ainsi, les comptes annuels respectent également les normes suisses GAAP RPC et plus particulièrement la RPC 21. Nous attestons également que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision et que nous remplissons également les exigences d'indépendance et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. Conformément à l'article 728 du Code des obligations et à la norme d'audit suisse, nous attestons également qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels définis selon les prescriptions du comité. En outre, et enfin, nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont présentés. Et ça a été établi le 29 avril 2020. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Nous avons terminé la présentation de comptes et des rapports du trésorier et de l'organe de révision. J'annonce donc qu'on doit passer au vote pour approuver ces comptes. C'est le privilège et la charge inaliénable de l'Assemblée générale d'approuver ces comptes. Donc, je lance la procédure de vote. Vous pouvez les approuver, ne pas les approuver ou vous abstenir. Vous avez la possibilité de voter comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et pendant ce temps, je pense qu'on attend un petit moment. Est-ce qu'on a une minute? Ok. Je vous remercie de voter maintenant, de sorte qu'on puisse avancer rapidement sur le programme. Très bien, je vous remercie. Donc les comptes sont approuvés avec une abstention. Parfait. Je pense à la prochain vote qui est soumis à l'Assemblée générale, la décharge au comité pour l'exercice 2019, décharge qui est aussi un des privilèges inaliénables de l'Assemblée générale. Donc, je lance ce vote. Ceux qui souhaitent donner la décharge au comité pour l'activité 2019 sont priés de le faire maintenant. Là aussi, la décharge est donnée avec, sauf erreur, une abstention. Merci beaucoup pour votre discipline. Je passe maintenant et en remerciant notre réviseur sortant, je dois vous annoncer malheureusement l'année prochaine, ce ne sera plus M. Gauthier. La loi nous impose de changer régulièrement
l'organe de révision. Pour ce faire, la Commission des finances a d'abord lancé un appel d'offres. Elle a sélectionné les réviseurs qui pouvaient convenir à la Croix-Rouge genevoise et finalement le comité a choisi et propose à l'Assemblée d'élire la fiduciaire BFB, Société fiduciaire Bourquin Frères et Béran, et ça pour le prochain exercice en tant que réviseur. Donc tous ceux qui, le vote est lancé, ceux qui approuvent, évidemment, ils approuvent, et on va voir s'il y aura toujours une abstention. Ou peut-être des oppositions. J'en profite pour dire à M. Gauthier qu'il ne faut pas qu'il désespère parce que la Croix-Rouge est là depuis 150 ans et je pense que dans les prochains 150 ans, vous aurez la possibilité de nouveau concourir. Bon. Alors, on me dit que le vote est terminé. Alors, il y a toujours une abstention, mais tous les autres approuvent la désignation de la fiduciaire BFB, Société fiduciaire Bourquin Frères et Béran, et je vous remercie. Je passe maintenant au point suivant dans lequel je souhaiterais mettre ensemble deux votes. Nous avons la réélection de deux membres du comité qui se représentent. Madame Marie Daroxa et Monsieur François Besançon. Les deux arrivent au terme de leur mandat actuel. Les deux se représentent pour un nouveau mandat de 4 ans et je demande à l'Assemblée de vouloir les élire ensemble. Si l'Assemblée était présentielle, on le ferait par acclamation. Étant donné que ce n'est pas en présentiel, on le fera comme on a fait les élections précédentes. Comme ça, on verra s'il y a une abstention. Donc je répète, on vote pour les deux en même temps, puisque je pense que non. On me dit que ce n'est pas possible. Alors, c'est pour Madame Daroxa uniquement. Nouveau mandat de 4 ans. Alors, on a une très très large majorité. On a une abstention ou deux. Il n'y en a pas ? Non, encore pas d'abstention. Parfait, merci beaucoup. Je passe maintenant au vote pour l'élection, nouveau mandat de 4 ans pour M. François Besançon. Parfait. Là aussi, je pourrais dire qu'il y a un vote par acclamation. Merci François, merci Marie. Votre présence au comité est précieuse. Vous êtes capable de pousser la discussion, de provoquer la réflexion. C'est vraiment des membres de comité qu'on rêve d'avoir et je vous remercie d'avoir accepté de continuer en tout cas pour un prochain mandat. Je passe maintenant au point suivant, qui est l'élection du membre proposé par la Croix-Rouge Jeunesse. Juste un commentaire de M. Besançon qui dit qu'il s'est abstenu sur son propre vote. François, je l'avais remarqué, mais je ne l'ai pas souligné. Bon, donc, dont acte. La Croix-Rouge Jeunesse, depuis maintenant 2 ans, a la possibilité de désigner au vote de l'Assemblée générale, à l'élection de l'Assemblée générale, un de ses représentants qui a un mandat atypique parce que c'est un mandat d'1 année, renouvelable d'1 année, et qui permet à la Croix-Rouge Jeunesse d'avoir un lien avec le comité de la Croix-Rouge genevoise.
nous avons eu des remarquables représentants de la Croix-Rouge Jeunesse par le passé, Madame Moreau et Madame Modèze. Et cette année, Madame Modèze est arrivée au terme de son mandat, elle ne se représente pas. Et la Croix-Rouge Jeunesse a désigné un représentant que j'ai le plaisir de soumettre au vote de l'Assemblée générale. C'est Monsieur Désir Mporazina, excusez-moi si je m'y ferai, Mporazamazina, que j'invite à me rejoindre devant vous, parce qu'on a la chance de l'avoir. Ça commence déjà très très bien. Ça montre que les jeunes arrivent à trouver la ferme à Troisnay. Et je vous demande de vous présenter brièvement, et puis je passerai au vote, et on verra bien s'il y a toujours une abstention ou non. Merci beaucoup. Alors effectivement, je me présente, Désir Mporazamazina. Le M en français est muet, ce qui, j'espère, facilitera la tâche de nombreuses personnes parmi vous. Je suis effectivement donc membre du comité de la Croix-Rouge Jeunesse, et la Croix-Rouge Jeunesse m'a proposé comme représentant au sein du comité de la Croix-Rouge genevoise. Ce serait un grand plaisir de représenter la jeunesse et le bénévolat des jeunes au sein de la Croix-Rouge genevoise, et d'avoir ce mandat d'une année afin d'apporter ma petite pierre à ce grand édifice qui est la Croix-Rouge et qui est le mouvement. Merci beaucoup, Monsieur Mporazamazina. Voilà, j'arrive à le dire, et on fait des progrès. Donc, je lance le vote. Je demande à l'Assemblée, ceux qui soutiennent la candidature de Monsieur Mporazamazina, veuillent bien voter maintenant. Les abstentions peuvent le dire aussi. On commence à s'y faire. Maintenant, on est rodé. Et quand on aura compris, on reviendra au présentiel. Et voilà, comme je m'attendais, mais encore mieux, je pense qu'il n'y a pas d'abstention. Donc, je vous félicite et bienvenue au comité de la Croix-Rouge. Je passe maintenant à la suite du programme qui est c'est ce que je trouve. Voilà. Ce seraient les propositions individuelles. Je ne sais pas s'il y en a. On me fait signe qu'il n'y en a pas. Donc, il y a quand même quelque chose, et ça, vous pourriez me pardonner, j'imagine. Il y a quand même 2 membres du comité qui ne se représentent pas cette année. Et je voulais parler de ceux 2-là. D'abord du membre jeunesse qui a fait un passage selon les statuts d'une année. Modèze Ritter, qui n'est pas là, mais j'espère qu'elle peut nous entendre. Elle arrive à terme de son année de présence. Elle a représenté pendant cette période ce que nous avons voulu avec la modification des statuts, à savoir introduire la sensibilité des jeunes et les tendances de la Croix-Rouge Jeunesse au sein de notre comité. Et Modèze nous a impressionnés, mais pas du tout pour ce qu'on aurait pu imaginer. Elle nous a impressionnés par son sérieux, par son jugement toujours pondéré, et c'est le souvenir que nous a laissé. Contrairement à ce que tous les gens auraient pu penser, la Croix-Rouge Jeunesse, elle est arrivée pas avec l'insouciance de la jeunesse, pas avec l'approximation que peut-être les jeunes peuvent montrer dans certaines situations, la légèreté de l'analyse qu'on voit souvent dans tous les reportages télévisés, pas du tout. Les jeunes que nous avons eus, c'est des jeunes qui sont arrivés préparés et tout à fait curieux, intéressés, désireux de comprendre, avec des jugements tout à fait pondérés. Et cela nous a vraiment impressionnés. Modèze, j'espère
qu'elle a fait aussi un choix qui est un choix, je considère, généreux, parce qu'elle a volontairement voulu rester une seule année pour donner la place ou la possibilité à quelqu'un d'autre de la Croix-Rouge Jeunesse d'avoir cette expérience qu'elle me disait tout à fait enrichissante. Et ça aussi, ça montre une générosité qui, évidemment, sied parfaitement à un jeune de la Croix-Rouge genevoise, un bénévole, et aussi, je l'espère, ben c'est le cas, à tous les membres du comité. Donc merci Modeste, j'espère que vous ne serez pas trop loin. J'espère que vous aurez l'occasion de vous engager d'une autre façon pour la Croix-Rouge et que vous resterez bénévole. Donc à très bientôt. La deuxième personne qui a renoncé à poursuivre son histoire avec le comité et qui ne s'est plus représentée, c'est notre chère vice-présidente Sabine von der Weyt. Alors, Sabine von der Weyt, pour ceux qui ne le savent pas, elle porte un nom qui descend tout droit d'une des rares personnes qui a porté le titre de général de l'armée suisse. François-Pierre Félix von der Weyt, 1774-1810, était général de la République helvétique. Et il n'était pas le seul de la famille, il était fils de général, frère de général. Mais les pères et le frère étaient généraux dans des troupes étrangères. Celui-là, général de la République helvétique, c'est quand même quelque chose de pas mal, d'autant plus qu'un autre général, genevois cette fois, a été le premier président de la Croix-Rouge genevoise. Donc c'était tout naturellement, j'imagine, pour cette raison, que Sabine a voulu rejoindre le comité de la Croix-Rouge genevoise qu'elle a fait il y a 8 ans. Et rétrospectivement, je peux affirmer que ça a été une chance pour nous, pour la Croix-Rouge genevoise, de pouvoir compter sur Sabine comme membre du comité d'abord et comme vice-présidente ensuite. Après 2 mandats et 8 ans, elle a décidé de ne pas se représenter sa candidature. Ce n'est pas certain qu'elle m'a demandé, elle a décidé, mais en fait, c'est comme ça que Sabine est faite. J'en prends acte. J'espère qu'elle ne sera pas trop éloignée de la Croix-Rouge genevoise dans sa vie future, qui sera certainement intense, et que si elle veut rester dans le giron, je ferai en sorte de la rendre un peu plus intense. Sabine a été l'un de ses soutiens sans condescendance que tout président d'un comité bénévole rêve d'avoir. Elle a été, quand il le fallait, capable de dire non, elle l'a dit souvent, elle a été capable de présenter des critiques structurées et constructives qui ont permis des réflexions. Mais elle l'a toujours fait avec beaucoup d'amitié et beaucoup de respect pour ses interlocuteurs, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Merci Sabine. La période où Sabine a été active à la Croix-Rouge genevoise a été une période marquée par des changements importants, et c'est important que ça soit dit. Il y a eu, avec son arrivée, ou pratiquement en même temps, un changement de président et donc de style. Ensuite, nous avons eu un changement de directrice générale avec les difficultés d'adaptation que cela présuppose. Nous avons ensuite une refonte complète des statuts et là, Sabine, avec ses qualités indéniables de juriste, a grandement contribué. Il y a eu un réexamen objectif et global de toutes les opérations. On l'a oublié, mais on a fait aussi cet exercice. Il y a eu enfin une reprise progressive, mais suivie, de toutes les ressources humaines, ce qui a mené à cette réflexion qui aujourd'hui est au cœur de ce changement et qui nous permettra, nous l'espérons, d'avoir une politique de ressources humaines tout à fait adaptée à la Croix-Rouge genevoise. Elle était là au début de tout ça, elle nous a accompagnés jusqu'à il y a peu, et donc elle ne verra pas la fin de cette aventure, mais elle y a été associée. Merci beaucoup. Je pense que si tu veux reprendre les termes de tes aïeuls, des termes un peu militaires, tu pourrais dire « mission accomplie », absolument, mission accomplie, Madame von der Weyt. Tu as amélioré la Croix-Rouge genevoise et je pense que quelqu'un me disait dans un conseil d'administration, ce qui est essentiel, ou dans n'importe quelle activité, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir la quitter en disant c'est un peu mieux de comment je l'ai trouvé. Et ça, c'est vrai. Quand tu es arrivé à la Croix-Rouge genevoise, il y avait beaucoup de choses à faire et tu as contribué. Tu n'étais peut-être pas la seule, mais je pense que une bonne partie, c'est dû à toi, à ton savoir-faire, à ton intelligence, à ta facilité de contact et à l'aide, au soutien que tu as manifesté. On a amélioré beaucoup de choses. Et la Croix-Rouge genevoise que tu quittes est meilleure de celle que tu as trouvée. Merci, merci Sabine.
Voilà. Maintenant que j'ai parlé des ancêtres de Sabine von der Weydt, je ne sais rien ou peu de la personne qui nous fait l'amitié de prendre la parole, mais je sais que c'est quelqu'un qui nous a rejoints dans ce groupe de personnes qui aident la Croix-Rouge genevoise avec tout le cœur de quelqu'un qui veut faire du bien. Monsieur Carrel, c'est de lui, le professeur Carrel est la personne qui s'est approchée de la Croix-Rouge genevoise. Je ne sais pas si c'est lui qui est venu vers nous ou nous sommes allés vers lui, mais c'était une évidence qu'on se retrouve parce que depuis longtemps, à la Croix-Rouge genevoise, nous souhaitions avoir quelque chose qui ressemblait au projet de permanence dentaire, mais c'est un projet qu'on n'arrivait pas à concrétiser. Et je sais que le professeur Carrel, depuis un moment, peut-être un bon moment, il avait à cœur d'essayer d'avancer sur ce sujet que beaucoup de personnes, beaucoup de politiciens considéraient tout à fait intéressant. Mais vous savez ce qu'est un projet intéressant pour un politicien, c'est un projet qu'on envoie en commission et en sous-commission et qu'on fait en sorte de ne jamais voir revenir une fois qu'on l'a reçu. Et cette frustration qui était celle de la Croix-Rouge genevoise et qui était, je crois, aussi en partie celle du professeur Carrel, a fait en sorte qu'on s'est retrouvés. Et deux frustrations ont donné une force insurmontable. Et cette force, aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a permis à ce projet de se concrétiser. Je ne sais pas, professeur Carrel, si vous allez parler de ce projet ou non. Je ne sais pas de quoi vous allez nous parler. Mais quoi que vous alliez dire, nous vous sommes très reconnaissants d'être là parce que nous avons toujours à ces assemblées de la Croix-Rouge genevoise un hôte de marque qui nous fait l'amitié d'être là. Cette année, c'est vous. On verra dans 100 ans qui sera. Mais cette année, c'est vous. Je vous passe la parole, professeur Carrel. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la présidence et l'Assemblée de m'avoir permis de prendre la parole ce soir. On parlera un petit peu de la permanence, bien évidemment, étant donné que je suis quand même très impliqué dans ce projet. On parlera peut-être pas du côté opérationnel de la permanence. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Et ça, on verra par la suite, hein, quand réellement on aura démarré. Mais le plus important, ça va être de parler un tout petit peu de la philosophie qui s'est dégagée ou qui s'est engagée autour de ce projet. Et puis, je vous donnerai aussi, puisque effectivement, on ne me connaît pas bien, mais les raisons pour lesquelles, 3 raisons, on verra, pour lesquelles j'ai eu envie de m'investir largement dans ce projet. Donc voilà. On va peut-être mettre les lunettes parce que c'est vrai qu'avec l'âge, je ne sais pas si c'est le Covid, mais effectivement, il faut qu'on puisse... J'avance où, là? Voilà. Non, ça ne marche pas, ça. Voilà. Bien. D'abord, on va parler un tout petit peu de la médecine dentaire en Suisse, hein, puisqu'on sait que les systèmes des différents pays qui nous entourent, et la Suisse notamment, on a des systèmes qui sont différents et on a des possibilités d'accès aux soins qui sont différents et divers. En Suisse, la médecine dentaire est clairement dans le domaine du privé. Il n'y a pas d'assurance dentaire, donc cela veut dire que le patient assume seul les frais relatifs à ses soins dentaires. Et puis, bien évidemment, comme on ne laisse quand même pas les gens trop dans la misère, l'aide sociale va pouvoir apparaître pour les plus pauvres. Je parle bien de l'aide sociale et pas des assurances sociales. C'est une confusion qu'on entend fréquemment. L'aide sociale, ce sont vraiment les gens qui sont au bénéfice de l'aide. Ce n'est pas une assurance, hein. C'est l'Hospice général pour le canton de Genève et le SPC pour les patients de plus de 65 ans. Donc voilà. Et là, quand on regarde ces différentes catégories de patients, on reviendra là-dessus, on peut clairement imaginer que tout va bien pour une partie de la population qui a les moyens suffisants pour, donc qui a accès à tout ce qu'on peut imaginer en médecine dentaire en termes d'esthétique, de haute technologie. Il y a l'aide sociale pour les plus pauvres parce qu'on n'abandonnera pas ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont au milieu?
Et c'est cette réflexion-là qui m'a largement poussé, qui sera peut-être, on verra après, le premier argument pour lequel j'ai vraiment insisté et mis de l'énergie dans ce projet. La Suisse est considérée comme un pays riche, on le sait, c'est vrai. Hein. Et si on regarde, le salaire moyen en Suisse est aux alentours de 6 200, 6 250 francs bruts par mois. Alors il est évident que c'est un beau salaire. Théoriquement, on doit avoir de quoi vivre. Donc finalement, il n'y a pas de problème, puisque ce salaire moyen nous paraît largement suffisant. Alors pourquoi une permanence dentaire ? Il faut quand même s'imaginer que tout n'est pas aussi simple. C'est ça qu'il faut faire, d'accord. Que tout n'est pas aussi simple que prévu. J'ai relevé un article qui était paru dans suisseinfo.ch, SWI, le 30 septembre 2017, un article de Daniele Mariani, qui nous dit, effectivement, 6 250 francs par mois, c'est un salaire élevé par rapport en comparaison internationale. Mais quels sont les frais fixes qui sont inhérents à tout citoyen suisse ? Parce que le gain, le salaire, la somme, c'est une chose, mais enfin, dites-moi ce que vous devez dépenser pour pouvoir vivre versus survivre. Et là, on verra que les choses sont un tout petit peu différentes. Alors, si on regarde, je ne vais pas vous les détailler. Pour ceux qui ont la chance d'avoir le dia en face, vous pourrez toujours détailler ça. Mais en gros, on arrive à des sommes qui sont importantes, donc la prévoyance professionnelle, les impôts, le logement, assurance maladie, tout ce qui est obligatoire. Et quand on regarde le logement, on dit pour une personne seule, logement environ 1 200 francs, disons, pour un 2 à 3 pièces. À Genève, avec 1 200 francs, c'est difficile de se loger. Les transports, les télécommunications, les assurances, etc. Finalement, on regarde que cette brave personne, vivant seule, trentenaire, de ces 6 250 francs, il lui reste 850 francs à la fin du mois, en gros. Donc, s'il y a des imprévus qui viennent se greffer là-dessus, finalement, on n'est pas si riche que ça à 6 250 francs. À l'opposé, il y a la définition, si on admet aussi quelques chiffres, de la pauvreté en Suisse. Alors la pauvreté, pour une personne seule, c'est un salaire brut de 2 247 francs par mois. Là, on imagine bien que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et on imagine que l'accès à des soins dentaires qui sont quand même relativement chers en Suisse, on a une superbe médecine dentaire, on est d'accord, mais elle a un coût. Et si on regarde aussi en comparaison, tout est plus cher en Suisse. Et si on regarde en comparaison internationale, bien évidemment, la médecine dentaire est aussi chère. Ou un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans à 3 980 francs bruts par mois, eh bien, on s'imagine bien que les choses sont compliquées pour toute une partie de la population. Alors, dans les statistiques genevoises, on voit que le taux de risque de pauvreté atteint, et ça c'est des chiffres de 2017 ou 2016, je n'ai plus exactement en tête, atteint 18% pour les personnes vivant dans des ménages formés d'un couple avec enfants. Ce qui est quand même extrêmement élevé. On arrive à pas loin de 20% de la population. Donc, les bénéficiaires de l'aide sociale à Genève, en gros, on était à un peu plus de 13%, 13,6%, ce qui voulait dire que 70 000 personnes habitant à Genève, Genevois, bénéficiaient de l'aide sociale. Ils n'ont pas tous bénéficié de soins dentaires, on est d'accord, mais l'aide sociale intervient pour 70 000 personnes. Et si on regarde les soins, les frais dentaires dépensés par l'aide sociale pour cette population-là, c'est 15 millions par année. Donc, ce sont des chiffres qui sont astronomiques. Donc, on voit déjà un tout petit peu des moteurs que j'ai eus pour me dire, pour insister vraiment sur cette question de permanence dentaire. Après, si on regarde ce qui se passe en 2017, la pauvreté gagne du terrain en Suisse et touche plus de 8% de la population. Donc c'est clair qu'il y a des différences régionales. Mais les chiffres sont quand même relativement importants parce qu'avec quelques 670 000 personnes touchées, la pauvreté a pris de l'ampleur en Suisse, en passant de 7,5 à 8,2% de la population en 2017. Ça, ce sont les chiffres officiels, les chiffres fédéraux. Soit une hausse de 10% en un an. Ça, par contre, c'est quelque chose qui interpelle. Et c'est quelque chose qui fait peur. 10% d'augmentation une année de la pauvreté, c'est une chose. Ça, c'est le rapport social de l'Office fédéral de la statistique. Si on compare, enfin, ça, c'est une partie du problème, mais l'autre partie, c'est tous les gens qui sont
juste à la limite supérieure, tous ceux qui peuvent basculer dans la pauvreté. Et là, tout d'un coup, si on regarde les chiffres émis par Caritas, on se retrouve qu'il y a 600 000 personnes supplémentaires qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Donc finalement, on a 1 million de personnes, parce que ceux-là, c'est clair qu'ils ont beaucoup plus de risques de basculer dans la pauvreté que d'améliorer leur situation. Ça, c'est des choses qui ont été clairement établies. Donc finalement, vous rajoutez un petit peu de Covid là-dessus, on est bien d'accord que la situation ne va pas s'améliorer et que là, de nouveau, on a un argument, uniquement sur ces chiffres-là, on a un argument très présent pour mettre en avant et réaliser cette permanence dentaire. Ensuite, je vous parlerai brièvement d'un article qui est paru en 2012 déjà dans la revue mensuelle suisse, revue de médecine suisse, le renoncement aux soins de santé pour des raisons économiques. C'est une étude qui a été faite à Genève, vous en avez tous certainement entendu parler, c'est l'équipe du professeur Geissus, de Gaspo et de Hans Wolf, et on est arrivé à un résultat, donc c'était une enquête, hein, le bus santé, c'est un bus qui se promène dans les différents quartiers de la ville et qui soigne, qui donne des soins aux personnes défavorisées et qui profite de faire des enquêtes de manière à ce qu'on ait des données épidémiologiques. On va souvent chercher les données épidémiologiques dans les pays en voie de développement, mais je crois que c'est très important pour nous d'avoir ces données épidémiologiques réelles, celles qui nous intéressent, qui sont chez nous, c'est à côté de chez nous. On a de la peine à s'imaginer que la précarité, elle est peut-être pas la Croix-Rouge, bien évidemment, mais le citoyen lambda à Genève a une peine énorme à imaginer que la précarité fait partie on la côtoie tous les jours. Donc on arrivait à des résultats que 15% des participants à cette enquête ont renoncé à des soins de santé pour des raisons économiques. Quand on parle de soins de santé, c'est global, hein. Ce n'est pas uniquement des soins de médecine dentaire, mais on parle de soins de santé globaux. Donc ce qui est étonnant, puisque normalement là, il y a une assurance obligatoire pour la santé, l'ANAMAL, et finalement il y a des gens quand même qui ne vont pas se faire soigner pour des raisons financières. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, hein, c'est des gens qui, au moment de signer leur contrat d'assurance maladie, prennent des franchises extrêmement élevées, et puis au moment où il y a un petit souci qui se passe, ben, ces gens-là ne vont pas consulter. On a vu aussi qu'avec le confinement, on a eu, quand on a repris la médecine conventionnelle, qu'on a pu reprendre les soins conventionnels dans les hôpitaux, en Europe, il y a eu toute une série de problèmes cardiovasculaires extrêmement importants, pris tardivement, parce que les gens n'ont pas pu consulter pendant le confinement. Donc là, c'est un petit peu la même chose donc, pour ces populations-là. Et sur cette population-là, en plus, le 75% de cette population a renoncé à des soins dentaires. Donc, probablement là, on avait des arguments qui étaient quand même suffisamment forts, et ces arguments datent de 2012. Alors, il est vrai que le projet de permanence dentaire, il se réalise maintenant, parce qu'il y a eu des écueils. L'idée, elle est apparue il y a plusieurs années, mais voilà, il faut du temps pour réaliser les choses, il faut du temps pour convaincre un petit peu le monde, pour réussir à finalement mettre en place ce genre de permanence. Donc, la nécessité de cette permanence, elle est largement reconnue par les politiques. Alors si je cite les politiques, notamment Thierry Apotello, conseiller d'État, chef du département de la cohésion sociale, en mars 2018, nous dit « Il s'avère pourtant que depuis quelques années, à Genève en tout cas, la répartition des richesses et leur concentration dans un cercle toujours plus fermé de privilégiés ont fait voler en éclats la classe moyenne. » C'est vrai, et ça c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ce glissement vers le bas de la classe moyenne fait que les gens qui sont au bas de la classe moyenne vont se retrouver, on va dire, working poor pendant un certain temps. Les working poor qui continuent à avoir leur situation qui se dégrade vont finir à l'aide sociale, bien évidemment, et on a cette érosion qu'on vit depuis le début des années 90. C'est quelque chose qui avait été clairement mis en évidence par le recteur actuel de l'université, le professeur Flukiger, qu'on avait largement parlé. Et depuis les années 90, on constate que ce groupe de working poor, c'était quelque chose qui était quasiment inconnu auparavant, et a tendance à se développer, mais surtout à se développer rapidement. Donc, tout ça pour dire qu'on en voudra pour preuve les statistiques effrayantes de l'aide sociale. En l'espace d'à peine 8 ans, de 2008 à 2016, le nombre de personnes bénéficiant de l'assistance publique a doublé.
Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Donc les politiques sont conscients du problème, mais malheureusement, on n'a pas eu de traduction dans les actes. Hein, c'est ce qu'on a dit, il faut que ça passe en commission, qu'il va passer en sous-commission, et puis le projet peut-être un jour, à moins que quelqu'un d'autre le fasse, bien évidemment. Donc voilà. Donc finalement, peu versus pas de solution institutionnelle dans le futur proche. Alors c'est des choses qui me dérangeaient un peu, parce que si on regarde nos 3 catégories de patients, on est d'accord. Pendant très longtemps, la population conventionnelle, avec un accès aux soins sans restriction, posait aucun problème. C'est théoriquement la majorité de la population. C'est donc les groupes à moyens financiers suffisants. À l'autre bout, l'aide sociale, on est bien d'accord. Alors l'aide sociale, c'est des soins qui sont garantis, hein, mais réglementés, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, on est un tout petit peu en litige parce que les patients qui viennent se faire soigner et qui bénéficient de l'aide sociale n'ont pas droit à des traitements esthétiques ou à des traitements hautement technologiques, etc., etc. Quoique la technologie, elle apparaît finalement à tous les niveaux. Donc, c'est des critères qui sont établis finalement par la Confédération, surtout par l'Association des médecins dentistes cantonaux de la Suisse, et qui précisent le cadre, ce cadre très réglementé, qui va nous permettre de prendre en charge ces patients. Donc, les soins, c'est des soins de base qui sont basés sur le principe dit SAE. Les traitements doivent être simples, adéquats et économiques. C'est très beau comme définition, mais bien évidemment, chacun peut avoir sa définition de cette chose-là. Et souvent, ce que la Confédération préférait, c'est des soins simples, bien évidemment. Moi, ça serait plutôt à la place de SAE, je mettrais SATE. Adéquat, bien sûr, mais surtout très économique, parce que finalement, l'enveloppe budgétaire est quand même importante. Tout ça nous fait oublier cette fameuse zone grise qui va être la population cible du projet Croix-Rouge, du projet de permanence. C'est les gens qui ont des moyens insuffisants pour avoir un accès libre aux soins, mais c'est les gens qui ont un excès de moyens selon les critères de l'aide sociale. Donc pour cela, il n'y a actuellement aucune solution. Et cette chose-là, moi, c'est une chose qui me touche énormément et qui me pose un gros problème journalier dans mon activité. Je vous l'expliquerai dans un petit moment. Donc en gros, cette évolution, c'est quelque chose de simple. Dans les années 80, on avait une grande majorité des gens qui étaient la population conventionnelle. Il n'y avait aucun souci pour les soins dentaires. Une très faible partie à l'aide sociale et une micro-partie qui était cette fameuse zone grise, donc nos fameux working poor. Donc tout allait très bien. Et là, notamment à l'université, à l'unité d'action sociale que je dirige, on n'avait pas besoin de faire des grandes listes. Ces patients-là tenaient sur un petit carnet du lait et on offrait les soins à quasiment une dizaine de patients par année. Par contre, les choses ont changé. Donc en 2016, ce sont les chiffres qu'on a vus avant. En gros, cette population, elle existe toujours, elle est toujours majoritaire, mais elle a diminué. La zone grise s'élève à 15 à 18%, et les patients à l'aide sociale, c'est aussi 15 à 18%. Donc, voilà, ces changements font que nous sommes face à une situation qui est quand même une situation assez critique. Si on remet un petit peu de Covid là-dessus, bien évidemment, il fallait qu'on en parle. Je ne veux pas faire de la médecine sans parler un tout petit peu de Covid. Il faut qu'on soit un petit peu quand même dans l'air du temps. Voilà, on n'a pas de chiffre particulier de l'évolution, mais semble-t-il quand même qu'il y a juste un seul chiffre qui a un intérêt majeur. Les demandes à l'hospice général, donc les demandes d'ouverture de dossiers pour l'aide sociale, qui sont aux alentours de 200 à 300 par mois, ce qu'on retrouve à Genève. En 6 semaines, il y a eu pas loin de 1700 dossiers qui ont été déposés. Donc probablement, on va avoir maintenant le contre-coup de cette situation. Bien évidemment, on parle de crise sanitaire, mais les conditions, elles ont été avant tout économiques pour toute une partie de la population. Et cette population, fragile économiquement, se retrouve maintenant dans une situation difficile. Alors, ce qui a été intéressant avec le Covid, bien que c'est pas sympa ce que je dis là, parce que parler de quelque chose d'intéressant avec le Covid, mais quand même, ça a été un révélateur pour certains. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de discuter avec des citoyens, des concitoyens genevois, et qui étaient effarés en se disant, mais vous vous rendez compte, 3005 repas par semaine qu'il a fallu distribuer à la population, quand même, ce Covid. Mais bon, dans la discussion, on leur a quand même expliqué que
ça existait déjà avant. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se nourrir, même avant. Donc il y a ce côté révélateur et malheureusement probablement ce côté accélérateur. J'espère juste, et j'espère de tout cœur, que ce Covid, puisqu'on a dit que c'était une crise économique qui a aussi affecté malheureusement les cabinets dentaires, nous permettra quand même de trouver suffisamment de bénévoles pour faire fonctionner notre permanence. Parce que là aussi, hein, c'est financièrement parlant, j'espère qu'ils n'auront quand même pas suffisamment été touchés pour qu'on puisse quand même les avoir pour le bénévolat dans notre structure. Donc voilà. C'est en gros, ça c'est le premier argument qui a fait que j'ai vraiment décidé de booster un petit peu, de tout faire pour faire avancer ce projet. C'est ça. C'est que pour les personnes les mieux informées, dans ceux qui ont des difficultés financières, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à la médecine communautaire, le CAMSCO, la consultation mobile de soins communautaires, qui n'a pas tellement de moyens de traiter les problèmes dentaires, mais qui a réussi à dégager toute petite somme par personne, de l'ordre de 400 francs, pour la prise en charge de ces patients. Donc, en gros, on est au même niveau que les patients, au même droit, si on veut dire, que les réfugiés admis provisoirement ou les non-entrés en matière. Mais tout ça, ces patients sont adressés à l'UAS, donc la partie que je dirige de la clinique universitaire de médecine dentaire, mais ce n'est pas du tout dans le cahier des charges de l'UAS. Donc, ça pose un problème énorme. Et moi, ça me pose un problème de conflit perpétuel. On m'envoie ces gens, comme les personnes qui me les envoient ne sont pas au courant de mon cahier des charges. Qu'est-ce que je fais? Je dois expliquer aux gens, eh bien non, vous n'entrez pas dans les critères, je ne peux pas vous prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. De dire, voilà, je suis en face de quelqu'un qui a des problèmes dentaires, j'ai une équipe qui a le savoir-faire, et je n'ai pas les moyens de le soigner. Je dois renvoyer ce patient. Donc, inévitablement, ça pose des gros problèmes. Et là, je me suis dit, mais vraiment, il faut qu'on ait un projet, puisqu'on n'arrive pas à avoir quelque chose d'étatique, il faut qu'on ait un projet d'une autre manière pour pouvoir traiter ces gens-là. Ça a été la première des choses. Donc, le projet, juste quelques mots sur le projet quand même de la permanence dentaire. Rappelez quand même que les problèmes bucco-dentaires sont des problèmes qui sont majoritairement évitables. Pourquoi? On est dans des maladies qui sont des maladies infectieuses, et puis c'est surtout une question d'hygiène. Alors après, pourquoi les gens qui sont, et ça c'est un constat que j'ai fait depuis de nombreuses années, je n'ai pas d'explication. En gros, j'ai l'habitude de dire que quand les dents appartiennent à l'État, on ne s'en préoccupe plus. Et malheureusement, dans ces populations où on pourrait apporter une aide extrêmement précieuse et finalement bon marché, c'est une question de se prendre en charge soi-même, la question de l'hygiène et la question de la prévention doit être la pierre angulaire de notre action. Et ça, c'est simple, hein. Soins d'hygiène, raison pour laquelle on va faire intervenir des hygiénistes dentaires dans notre circuit, parce que là, on a une question d'éducation de cette population et on peut amener un bénéfice extrêmement important si on arrive à améliorer cette chose. Donc voilà. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un médecin dentiste qui va être responsable de manière à, encadrer, et deuxièmement, bien évidemment, un cabinet dentaire, c'est pas quelque chose qui se bricole, hein, c'est des structures qui doivent être... il y a des données illégales qui sont extrêmement importantes, il y a des règlements qui sont là autour, et ça, il faudra impérativement qu'on puisse, qu'on puisse jouer avec ça. Et là, c'est la deuxième raison pour laquelle je m'investis là-dedans, parce qu'il y a une question métier. C'est pas juste dire, on va faire un local et on va faire venir des médecins bénévoles. Non, la question métier, pour la réalisation de cette chose-là, je crois que c'est quelque chose qui était nécessaire. Donc ça a été la deuxième raison pour laquelle je me suis largement investi là-dedans. Un volet qui sera quand même académique, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une idée de l'évolution, si possible favorable, de la situation de ces patients du point de vue de la santé bucco-dentaire. Donc, on va quand même avoir quelque chose de scientifique, avec des études épidémiologiques, de santé publique, cibler peut-être mieux les besoins, définir d'autres besoins, et puis, si possible, appliquer le concept de smarter medicine, qui est un concept qui se développe parmi les États-Unis, qui commence à se développer en Suisse, notamment sous l'impulsion du professeur Gaspo, qui est retraité, qui était responsable de la médecine communautaire auparavant.
Et c'est faire aussi bien versus mieux avec moins de moyens. Donc, dériver les nouvelles technologies de manière à ce qu'elles nous aident. Parce que c'est extraordinaire la question des nouvelles technologies. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Si on prend l'industrie automobile, par exemple, on a développé des choses complètement folles technologiquement pour la Formule 1, des boîtes à vitesse absolument particulières, des systèmes d'anti-dérapage, d'anti-tout ce qu'on veut. Tout ça, on les a retrouvés quelques années plus tard dans les voitures moyennes que nous utilisons. Et ça, sans forcément une grande augmentation de prix. Il y a 40 ans qu'on a inventé le scanner, ça a été une révolution en médecine, les prix n'ont jamais diminué. Donc on n'arrive pas à faire ce transfert de technologie, et ça c'est très malheureux. Donc voilà, j'arrive au bout de cet exposé. La dernière phrase, je vais, comme j'aime pas le plagiat, je vais quand même vous dire d'où elle provient, parce qu'elle provient de Madame Stéphanie Lambert, qui dit « Alléger et prévenir les souffrances des personnes vulnérables à Genève », et, c'est d'une importance, et complémenter l'État social en ciblant les besoins sociaux sanitaires non couverts. Et ça, je crois que c'est la mission probablement de la Croix-Rouge, et puis probablement aussi de la médecine dentaire. Alors, je vous ai donné que 2 des arguments pour lesquels j'ai envie que ce projet se fasse et pour lequel j'ai activement participé. Je vous donne enfin le 3e argument et le dernier, c'est que je crois que la présidence de la Croix-Rouge et la direction générale a été suffisamment convaincante pour que j'adhère au projet. Et je les remercie donc et je terminerai là. Merci, professeur Carrel. Ainsi se termine cette assemblée un peu particulière dans laquelle on a essayé de faire au mieux avec les contraintes qui nous étaient données. Je pense qu'on a fait l'essentiel. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu faire pire aussi. L'essentiel a été fait. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin. Merci à ceux qui sont là en présence. Je dis à ceux qui ne sont pas là que nous, on va passer à l'apéritif et qu'on invite ceux qui sont chez eux à passer à l'apéritif en pensant à nous. Et je vous donne tous rendez-vous à la prochaine Assemblée générale. Ce sera en 2020 et vous verrez, on aura plein de choses à vous raconter. Merci beaucoup.